Bonjour à tous, étudiants apprentis de première et de deuxième année. On va donc pouvoir continuer et sans doute terminer le métabolisme et donc pourquoi pas aussi toute la biochimie au programme. Euh, donc je vous ai préparé un PowerPoint. Alors, en même temps que je vous présente le PowerPoint, assurément vous avez normalement avec vous le cours en format papier, du moins le support de cours en format papier. Allons-y. Alors, tout d'abord, juste un petit rappel, histoire de vous rafraîchir un petit peu les idées. Je vous rappelle que vous avez trois grandes voies métaboliques à connaître, à parfaitement connaître. Il y a la glycolyse, avec les fermentations, tout ça c'est un ensemble, hein. Il y a le cycle de Krebs, qu'on n'a pas encore commencé, enfin, qu'on a un petit peu commencé, mais qu'on n'a pas fini, donc on va bien voir cela, le cycle de Krebs. Et puis, il y a aussi la bêta-oxydation des acides gras. Donc, trois grandes voies, glycolyse et fermentation, cycle de Krebs et bêta-oxydation des acides gras. Mais à votre programme, il y a d'autres voies métaboliques que l'on doit voir, mais pas connaître par cœur. Donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant tout de suite. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur la glycolyse. Je vous rappelle donc que la glycolyse démarre à partir du glucose. Donc, il y a 10 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit rappel déjà, cette glycolyse qui démarre du glucose et qui finit au pyruvate, elle se déroule en deux parties. Il y a une première partie qui est unique et puis il y a une deuxième partie en fait qui est doublée numériquement. Pourquoi? Parce que ici, à la réaction numéro 4, vous voyez qu'un ose à 6 carbones est coupé en deux par une enzyme qui est l'aldolase et qui donne deux oses à 3 carbones. Vous avez le DHAP, la dihydroxyacétone phosphate, et vous avez le glycéraldéhyde 3-phosphate, le GA3P. Donc deux oses à 3 carbones, et finalement, chacun de ces deux oses va subir le reste de la glycolyse. Notamment le DHAP est transformé en glycéraldéhyde 3-phosphate, donc en fait là, il y a deux glycéraldéhydes 3-phosphate. Sous-entendu, il va y avoir deux molécules nommées 1,3-diphosphoglycérate, deux molécules, etc. 2, 2, 2, 2, 2. Autrement dit, à la fin, vous arrivez à 2 pyruvates. Ce qui veut dire que les co-substrats qui sont ici, ADP donne ATP, libération de molécules, tout ça est multiplié par 2 aussi. D'accord? Donc cette deuxième partie de la glycolyse est à multiplier par 2. On arrive donc à 2 pyruvates. Ok? Donc cette glycolyse, je ne vais pas rentrer en détail dans cette glycolyse, mais elle est à connaître par cœur. Il faut connaître toutes les étapes, il faut connaître toutes les enzymes, il faut connaître tous les co-substrats, à quel moment ils interviennent, d'accord? Il faut savoir dessiner les molécules, tout ça c'est du par cœur, il faut vous entraîner. Okay? Donc le D-glucose, bas au bas, je vous rappelle, transformé par une exokinase. Une kinase, c'est une enzyme qui phosphoryle, c'est-à-dire qui rajoute un phosphate. On obtient le glucose 6-phosphate, puis une isomérase. On forme l'isomère, c'est-à-dire à partir d'un aldose, le glucose, on forme l'isomère, c'est-à-dire un fructose. Donc c'est le fructose 6-phosphate. Donc on avait le glucose 6-phosphate, il est isomérisé par la phosphoexoisomérase. Voilà, il faut connaître ce nom. Ensuite, de nouveau une kinase, protéine qui phosphoryle le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-diphosphate. Donc ça veut dire qu'on est phosphorylé sur le carbone 6 et le carbone 1, ici. Donc deux phosphoryles, deux groupements phosphate. Puis intervient l'aldolase. On vous a mis une flèche ici pour vous signifier à quel endroit l'aldolase venait scinder en deux la molécule. D'accord? Mais bon, peu importe, hein, ce dessin est c'est totalement bidon. Hein. Bref, on coupe en deux et cette aldolase donne une molécule à 3 carbones et une autre molécule à 3 carbones. C'est un cétose, ici vous avez une fonction céto, et un aldose, ici vous avez une fonction CHO, C-OH, c'est une fonction aldéhyde, c'est un aldose. Il faut connaître parfaitement ces deux molécules, le glycéraldéhyde 3-phosphate et la dihydroxyacétone phosphate. Bien évidemment, on ne va pas perdre cette molécule, parce que tout le reste de la glycolyse se fait à partir du glycéraldéhyde 3-phosphate. Il ne faut pas perdre cette molécule, donc cette molécule-là est transformée en l'autre. Grâce à une isomérase, encore, parce qu'on passe d'un cétose à un aldose, donc c'est une isomérase, pas n'importe laquelle, c'est la triose, parce que c'est un cétose à 3 carbones, donc c'est la triose, il est phosphorylé, donc triose, phosphate, isomérase. Ok? Ce glycéraldéhyde 3-phosphate, ensuite, va subir
Une phosphorylation oxydative. Voilà un terme très très important. Phosphorylation oxydative au niveau du substrat, c'est-à-dire dans le cytoplasme. Je vous rappelle que l'autre phosphorylation oxydative se déroule au niveau de la chaîne respiratoire. D'accord? Donc là, c'est au niveau du substrat, c'est-à-dire que non seulement cette fonction aldéhyde ici va être oxydée aldéhyde en acide, donc ici, on retrouve un groupement acide, C-O-O-P, c'est plus qu'un acide, c'est un ester phosphorique, d'accord? Mais on a augmenté le niveau d'oxydation, premièrement, mais par ailleurs, on a aussi phosphorylé, c'est-à-dire on a rajouté un groupement phosphate. Vous avez un résidu phosphate ici qui rentre. Donc c'est une phosphorylation oxydative et on obtient le 1,3 diphosphoglycérate ou biphosphoglycérate, c'est-à-dire qu'il est doublement phosphorylé sur le carbone 1 et sur le carbone 3. Ok? Bien évidemment, quand vous faites une oxydation, il faut un coenzyme qui récupère les électrons. Ce coenzyme, ici, c'est le NAD+, qui devient NADH+. Il y a 2 électrons qui sont récupérés. Ce 1,3-diphosphoglycérate, donc je vous rappelle, hein, ici, en fait, tout est doublé. Il y a 2 glycéraldehyde-3-phosphate qui donnent 2 molécules 1,3-diphosphoglycérate. Par conséquent, ici intervient 2 molécules d'ADP transformées en 2 molécules d'ATP. Okay? Donc en fait, on va récupérer un phosphate qui est sur le COO ici, on enlève ce phosphate et on le donne à l'adénosine diphosphate, d'accord, un transporteur de groupement phosphate. Ici, le D, c'est pour diphosphate, autrement dit 2. Comme il en prend un, il devient 3, donc adénosine triphosphate. D'accord? Bien évidemment, on a phosphorylé l'ADP. C'est une enzyme qui est une kinase, encore une fois. Phosphoglycérate kinase, voilà, on récupère et on forme l'ATP. Je vous rappelle qu'on forme donc 2 ATP. On obtient donc le 3-phosphoglycérate. C'est du glycérate parce que ça ressemble à du glycérol. Je vous rappelle que la molécule de glycérol, c'est CH2OH, CHOH, CHOH. Donc ce n'est pas du glycérol, mais c'est du glycérate, autrement dit l'acide du glycérol. Et il est sur le carbone 3 phosphorylé. 3, carbone 3, phosphate, donc 3 phosphoglycérate, parce que ici vous avez une fonction acide. 3-phosphoglycérate va subir une transformation, c'est-à-dire que le groupement en phosphate va passer du carbone 3 au carbone 2. C'est réalisé par une enzyme qu'on appelle une mutase qui va déplacer les phosphates. Et cette mutase, la phosphoglycérate mutase, permet d'obtenir du 2-phosphoglycérate, c'est-à-dire phosphorylé sur le carbone 2. Je vous rappelle qu'on est toujours au nombre de 2 molécules de 2-phosphoglycérate. Puis, on va enlever une molécule d'eau, donc on enlève le OH ici, et le H ici, OH et H, ça fait une molécule d'eau, l'eau se retire, l'enzyme est à connaître, c'est une énolase, et puisque vous enlevez ici liaison OH et ici liaison H, vous retrouvez ici avec une insaturation, carbone, double liaison, CH2. Cette molécule est très importante, elle est à connaître, savoir dessiner, savoir énoncer oralement, c'est le phosphoénol pyruvate. Phospho, N-ol, que veut dire N-ol? Eh bien ici vous avez une fonction alcène, N, donc alcène, c'est C double liaison C, c'est un alcène, donc fonction N, et vous avez sur l'alcène, vous avez un groupement OH. Alors on ne voit pas le H parce qu'il a été phosphorylé, mais c'est un alcool, donc N-ol. Phospho, N-ol, pyruvate, molécule de pyruvate, c'est une molécule à 3 carbones avec une fonction acide. Phospho-N-ol pyruvate, c'est à connaître par cœur. On l'appelle aussi PEP. Donc on obtient 2 molécules de PEP. Enfin, cette molécule de PEP, elle va rendre son phosphate, donc couper la liaison riche en énergie pour former de l'ATP. Le nom est important de l'enzyme, c'est la pyruvate kinase. Hein. C'est l'enzyme qui fait la réaction inverse, puisque le pyruvate, il est là. Hein. Ce n'est pas la PEP kinase. Pour autant, en réalité, elle va bien phosphoryler elle va en fait déphosphoryler, elle va déphosphoryler le PEP. Donc c'est la réaction inverse. Pyruvate phosphoryle en PEP. Mais c'est pas ça qui se fait, c'est le PEP qui se déphosphoryle en pyruvate. Et on obtient le pyruvate, 2 molécules de pyruvate. Celle-ci est absolument à connaître. CH3, C-O, CO-, c'est la molécule de pyruvate. D'accord? Donc vous devez savoir écrire le bilan de la glycolyse. Alors le bilan de la glycolyse, il est écrit ici. C'est assez facile à le connaître par cœur, par moyen mémotechnique. Hein. Alors je vous rappelle que normalement, vous êtes censé savoir faire un bilan en faisant un tableau, en molécules entrantes et molécules sortantes.
Mais bon, vous pouvez aussi l'apprendre par cœur, ce bilan métabolique de la glycolyse. Tout simplement, il n'y a que des 2. Coefficient stoichiométrique, il n'y a que des 2 partout, sauf pour le glucose. Donc si vous partez d'un glucose, tout le reste, vous mettez des 2. Alors qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut 2 ADP plus 2 PI, et ça forme 2 ATP. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on forme 2 ATP? Eh bien regardez, on en a formé un là, et un là. Ça fait effectivement 2. Et là vous me dites, mais monsieur, cette partie-là, elle est multipliée par 2, donc on devrait avoir 4 ATP. C'est vrai, sauf que ici, il y en a un qui a été utilisé, et un autre ici qui a été utilisé. Donc c'est 4 moins 2, il en reste 2. Donc au final, puisqu'on forme 2 ATP, ça veut dire qu'on a besoin de 2 ADP plus 2 PI. Pareil, ici, 2 coenzymes transporteurs d'électrons sous forme oxydée, le NAD+, il est ici, NAD+, là il est en unique exemplaire, mais comme toute cette voie est multipliée par 2, on met 2 NAD+, donne 2 NADH, H+, et puis on libère 2 H2O. Ici vous avez une molécule d'eau, on est dans la partie doublée, donc 2 H2O. Okay, et puis bien évidemment, on forme 2 pyruvates. Je vous rappelle qu'en termes de conservation de la matière, le glucose c'est un C6, le pyruvate c'est un C3, donc on forme 2 molécules en C3. Tout ça est tout à fait normal. C'était donc le rappel de la glycolyse, elle est à connaître par cœur. Okay, à partir de cette glycolyse, il peut se passer plusieurs choses. Donc si on regarde ici, sur ce document, vous avez le glucose qui est transformé en glucose 6-phosphate, donc c'est le début de la glycolyse par l'exokinase. Puis là, vous avez la suite de la glycolyse qui donne du pyruvate. Voilà, nous on a fait ça. En fait, à partir de là, il va pouvoir se passer plusieurs choses. Soit le pyruvate, on est dans des conditions d'aérobiose, c'est-à-dire en présence d'oxygène, et à ce moment-là, c'est ce qu'on a commencé à voir précédemment, eh bien le pyruvate est transformé en acétyl-CoA. C'est ce que j'ai appelé la réaction 0 du cycle de Krebs, avec la pyruvate déshydrogénase complexe, la PDC. C'est un magnifique complexe, d'accord? Donc pyruvate donne acétyl-CoA, et on libère un CO2. Je vous rappelle que le pyruvate c'est une molécule à 3 carbones, que l'acétyl-CoA c'est principalement pour le groupement acétyl 2 carbones, donc on est passé de 3 à 2. Sous-entendu, on a perdu un dioxyde de carbone, qui est mal écrit, hein, le 2 doit être en indice, dioxyde de carbone, donc on a perdu un carbone, donc 3, 2, 1, et le compte est bon. D'accord? Donc pyruvate en aérobiose, transformé en acétyl-CoA, et après, on rentre dans le cycle de Krebs, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va parler tout de suite là maintenant. D'accord? Donc là, c'est une voie, glycolyse, cycle de Krebs, c'est en aérobie. Quand on est en absence d'oxygène, eh bien à ce moment-là, on fait les fermentations. On est toujours dans la diapositive sur le rappel. On a vu la fermentation alcoolique, on forme de l'éthanol, ou la fermentation, donc chez la levure, hein, la levure de boulanger par exemple, Saccharomyces cerevisiae, ou alors la fermentation lactique, les bactéries qui forment Lactobacillus par exemple, qui fait de la fermentation lactique à partir du pyruvate, et on forme de l'acide lactique, autrement appelé du lactate. Donc ça c'est en anaérobiose. Et puis on verra qu'à partir du glucose 6-phosphate, on n'est pas obligé de partir sur la glycolyse. On peut tout aussi bien rendre le glucose dans le sang. Ça c'est quand on est à l'état de jeûne et qu'on a besoin de glucose tout de suite pour l'organisme. Donc on peut très bien utiliser une phosphatase qui va couper la liaison ici phosphate pour rendre le glucose dans le sang. Et puis il y a une autre voie qui est à votre programme et qui n'est pas à apprendre par cœur, qu'on verra de manière très superficielle, qui est la voie des pentoses phosphates. Mais tout d'abord, je voudrais revenir ici, un petit rappel sur les fermentations. Fermentation, donc ici vous avez l'exemple de la fermentation alcoolique. Alors, glucose donne 2 pyruvates. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. CH3, c'est double O, COH, 3 carbones, c'est le pyruvate, c'est la glycolyse qui a besoin de 2 ADP plus PI donne 2 ATP et qui a besoin aussi de 2 NAD+, donne 2 NADH, H+. Oui, mais voilà. Imaginez que on soit dans un milieu d'anaérobie, c'est-à-dire en anaérobiose, en absence d'oxygène. Il y a un petit problème, c'est que ce NAD+, il a disparu sous forme de NADH, H+. Il a été réduit. Pour le réoxyder, il faudrait pouvoir utiliser la chaîne respiratoire. Mais la chaîne respiratoire ne fonctionne pas en absence d'oxygène. Donc, au bout du compte, quand vous aurez utilisé tous les NAD+ disponibles dans la cellule, eh bien, la cellule va mourir. Elle aura beau avoir du glucose, elle ne pourra plus faire la glycolyse parce qu'il n'y aura plus de NAD+. Donc, il y a une solution de secours au niveau du métabolisme, qui est la fermentation. Et cette fermentation va permettre de réoxyder le NADH+,
en NAD+, tout simplement en réalisant une réaction biochimique qui a besoin d'un pouvoir réducteur, c'est-à-dire de NADH+. Et ici, il s'agit de la fermentation alcoolique. Alors la fermentation alcoolique, donc, on part de 2 pyruvates. Okay, mais on pourrait très bien partir de 1 pyruvate, peu importe. 1 pyruvate, on perd 1 dioxyde de carbone, on obtient un acétaldéhyde et on obtient un éthanol. Mais si vous faites ça, à ce moment-là, il n'y a qu'un seul NADH+ qui est transformé en un seul NAD+. Bon, et puis vous avez laissé 1 pyruvate sur le carreau. Donc tout ça est parfaitement équilibré. Glucose, C6, donne 2 C3 de pyruvate, qui donne 2 acétaldéhydes, qui donne 2 éthanols. Vous comprenez, j'espère, l'équilibre. Et du coup, eh bien, vous avez 2 NADH+ qui sont transformés en 2 NAD+. Okay, alors, première étape, rappelez-vous, moyen mémotechnique, la fermentation alcoolique, elle se déroule en 2 étapes. Tout d'abord, le C3 va devenir un C2, donc c'est une décarboxylation, ici. Et on va couper juste ici, là. Ce groupement COOH, ce groupement carboxylique, est éliminé sous forme de dioxyde de carbone. C'est une décarboxylation. Et on obtient donc un aldéhyde, le CH3C-O. C'est une molécule à connaître, par cœur, à bien connaître. C'est l'acétaldéhyde, CH3C-OH. Ensuite, cette molécule-là, on n'est toujours pas à l'alcool. Si vous comparez CH3, CH3, puis CH2, donc il y a un carbone, CH2OH, et ici il y a un carbone, C-OH. Donc en fait, qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque de pouvoir réduire cet oxygène avec un hydrogène pour former un alcool. Et puis ce carbone-là, il lui manquera un autre hydrogène pour le réduire. Donc en fait, il manque 2 électrons. Et bien ces 2 électrons sont donnés par le NADH+. Chacun des NADH+ apporte 2 électrons. Okay, donc l'acétaldéhyde est réduit en éthanol. Ici, vous avez une réduction et ça forme l'éthanol. Cet éthanol, je vous rappelle, au niveau de la fabrication du pain, cet éthanol va pouvoir s'évaporer. L'éthanol, l'alcool, ne reste pas dans le pain qui a été fabriqué, bien évidemment. Par contre, vous avez le CO2, c'est un petit aparté, mais c'est par rapport à la STBI. Le CO2, lui, au contraire, ce gaz va rester prisonnier, plus ou moins de la pâte, et va former, pourquoi pas, les alvéoles du pain. Voilà pour ce qui est de la première fermentation, et puis vous devez connaître aussi cette deuxième fermentation, qui est la fermentation lactique, réalisée notamment pour faire des laits fermentés, tels que, par exemple, les yaourts. Alors ici, le glucose subit la glycolyse pour former le pyruvate, c'est la même molécule, ici et là, CH3COOH, CH3COO, CO-, c'est la même molécule, sauf que là c'est le pyruvate, là c'est l'acide pyruvique, c'est la même. Et ce pyruvate, encore une fois, va pouvoir être réduit. Donc on va utiliser les 2 NADH+, pour pouvoir redonner 2 NAD+, mais cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule étape. Une seule étape, c'est-à-dire qu'on va réduire la fonction céto, ici, qui est là du pyruvate, on va la réduire en un alcool secondaire, CH3CHOH. Et on obtient à ce moment-là du lactate. Pourquoi ça s'appelle lactate? Je vous rappelle que les ates, ce sont les sels, c'est-à-dire les bases conjuguées des acides. Là, vous avez bien un CO-, c'est un acide. D'accord? Donc ça reste un acide, pas de problème. C'est pas parce qu'on l'a réduit sur ce carbone-là qu'on a perdu la fonction acide ici. Donc c'est bien un acide, le lactate, sauf que le groupement céto qui était ici a été réduit en alcool secondaire. Et c'est l'acide lactique, c'est-à-dire le lactate. D'accord? Donc ça, c'est le lactate, réalisé, bien évidemment, une enzyme à connaître par la lactate déshydrogénase. Ok? On a tout vu de cette diapositive, on a presque tout vu. Ce dont je voulais vous parler aussi, alors j'étais un petit peu vite, pardon. Donc on va parler, décidément, je vais peut-être y arriver. On va parler de la voie des pentoses phosphates tout à l'heure, mais je voulais aussi vous parler du glycogène. Alors c'est quoi le glycogène? Le glycogène, en fait, c'est un polymère de glucose. Glucose plus glucose plus glucose, donc tout ça, il y a des liaisons glycosidiques, et vous allez faire des fibres de glucose, ça s'appelle du glycogène. Il peut y avoir, donc c'est des liaisons alpha 1,4, mais vous pouvez avoir de temps à autre aussi des liaisons alpha 1,6. D'accord? Vous pouvez avoir une structure branchée. Bon. Il y a des enzymes
qui se charge d'attraper un glucose et de l'associer au polymère déjà existant. C'est la glycogène synthase. Donc elle demande un glucose et elle l'associe au glycogène déjà existant, elle l'associe, elle colle et ça augmente la taille du polymère. Et puis il y a une autre enzyme qui est la glycogène phosphorylase qui, elle, à partir du polymère glucose-glucose-glucose, va couper, mais ce n'est pas l'eau qui coupe, c'est un groupement phosphate, un résidu phosphate qui vient couper, c'est pour ça qu'on l'appelle phosphorylase, et elle va non pas libérer du glucose, mais elle libère du glucose 1-phosphate. D'accord ? Alors quel est le rapport avec la glycolyse ? Eh bien, en réalité, le glucose, quand il rentre dans la glycolyse, il est transformé en glucose 6-phosphate. Ce glucose 6-phosphate va être transformé par une mutase, ça ne vous étonnera pas, en glucose 1-phosphate, on déplace le phosphate de position, et quand il est sous forme de glucose 1-phosphate, il est alors disponible pour aller vers le glycogène. Il va y avoir une étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord donner le glucose à un transporteur dose. Tout à l'heure, on a parlé de l'ATP, et on a dit que l'ATP, c'était un transporteur de phosphate. Vous avez AMP, monophosphate, ADP, 2 phosphates, ATP, 3 phosphates. Donc c'est un transporteur, l'adénosine, transporteur de phosphate. Eh bien, sachez que l'UTP, c'est-à-dire uridine triphosphate, c'est-à-dire l'uridine tout simplement, est un transporteur dose, et notamment de glucose. Donc quand il y a un UTP, uridine triphosphate, qui intervient, qui rentre en jeu ici avec du glucose 1-phosphate, eh bien il récupère le glucose sous forme de UDP glucose, donc on a perdu ici une liaison énergétique, et l'UDP glucose apporte le glucose jusqu'au glycogène. D'accord ? C'est lui qui apporte le glucose au glycogène, enfin il l'apporte à l'enzyme, l'enzyme se charge de coller le glucose, de cliver l'UDP et le glucose, et de coller le glucose pour faire un glycogène qui est N+1. Et à l'inverse, mais enfin, pas exactement à l'inverse donc, vous ne libérez pas de l'UDP glucose, c'est directement un PI, un phosphate inorganique, qui vient hydrolyser le glycogène pour juste à la terminaison du glycogène, couper la liaison pour libérer un glucose, mais ce n'est pas un glucose, c'est un glucose 1-phosphate et du glycogène N-1. Okay ? Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle du glycogène. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Deux choses à vous rappeler sur le cycle du glycogène. Ça va dans un sens, puis ça va dans l'autre. Okay ? En fait, ce n'est pas le glucose, mais c'est le glucose 1-phosphate. Okay ? Donc, première chose, c'est le glucose 1-phosphate. Deuxième chose, il y a un transporteur de glucose, c'est l'UTP, qui cède le glucose pour donner de l'UDP glucose. Okay ? Et troisième chose, ce n'est pas une hydrolyse, mais une phosphorylyse qui vient libérer les glucoses. Autre chose qu'on voit ici sur cette petite diapo là, c'est qu'il n'y a pas que le glucose qui intervient en réalité au niveau de la glycolyse. Vous avez le fructose qui peut rentrer dans la glycolyse, parce que quand vous êtes à glucose 6-phosphate transformé en fructose 6-phosphate, eh bien, ça veut dire que le fructose peut rentrer dans la glycolyse. Donc là, on voit bien le fructose qui rentre dans la glycolyse. Je vous rappelle que le fructose est obtenu à partir du saccharose, qui est un disaccharide. Donc le saccharose, c'est glucose-fructose. Si vous hydrolysez le saccharose, eh bien, vous obtenez du glucose qui rentre dans la glycolyse, mais aussi du fructose, qu'il ne faut surtout pas perdre, qui peut donc rentrer dans la glycolyse aussi. Et puis vous avez le galactose. Le galactose qui est un autre monosaccharide, qui lui provient plutôt du lactose. Hein. C'est galactose-glucose, ça forme du lactose. Mais ce galactose, lui, ne rentre pas directement dans la glycolyse, il est d'abord transformé, isomérisé en glucose 1-phosphate, et ce glucose 1-phosphate peut revenir en glucose 6-phosphate pour continuer sur la glycolyse. Voilà. Ce n'est pas vraiment des choses que vous avez à connaître par cœur, mais il faut savoir que ça existe. Ok ? Et puis on va en venir à parler un petit peu de cette voie des pentoses phosphates. Ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a une particularité pour la voie des pentoses phosphates, c'est qu'à partir d'un glucose qui est un hexose, ose à 6 carbones, on forme des pentoses. Et les pentoses sont des oses à 5 carbones. Alors à quoi ça sert pour une cellule de faire des pentoses ? Eh bien justement, dans l'ATP, adénosine triphosphate, ou dans l'UTP, uridine triphosphate, etc. Bref, dans tous les nucléosides et les nucléotides, qui sont à la base même des acides nucléiques, ADN et ARN, eh bien vous avez du ribose, autrement dit un pentose.
Donc ça, c'est à connaître, hein. Le ribose, ça fait partie des os que vous devez connaître. C'est le pentose. Le ribose, c'est le pentose qui est dans l'ADN et l'ARN. Ok. Donc, une voie, la voie des pentoses phosphates, permet de faire des pentoses, qui permet de faire des nucléosides puis des nucléotides, qui vont permettre de faire les acides nucléiques, ADN et ARN. Donc, une voie très importante en réalité. Et puis par ailleurs, vous avez formation lors de cette voie de NADPH. Alors, pour l'instant, on n'a que parlé de NAD+ donne NADH. Et bien en fait, le NADPH, c'est son cousin. C'est comme le NADH, c'est la forme réduite, mais ici, c'est la forme réduite phosphorylée. Alors, à quoi elle sert cette autre forme? Elle est très importante parce que, si vous voulez, le NADH, lui, il intervient dans le catabolisme. Donc, NAD+ donne NADH, c'est du catabolisme. Alors que, formé du NADPH, le NADPH, lui, va servir dans l'anabolisme, c'est-à-dire la création de molécules. Donc, il est très important de pouvoir faire du NADPH. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette première diapo. On va passer donc à la deuxième diapo. Et on est sur cette diapo qu'on n'avait pas encore vue ensemble, mais c'est l'occasion d'en parler sur la voie des pentoses phosphates. Et puis ça nous permettra aussi de parler un peu du cycle de Calvin. Donc par rapport au programme, sachez que vous n'avez pas du tout à connaître cette voie par cœur, mais vous devez en avoir déjà entendu parler, avoir la culture, la connaissance un petit peu de cette voie, sans la connaître par cœur, parce qu'on est susceptible de vous la présenter et de vous la faire commenter. Donc c'est important de l'avoir comprise. Alors, il y a deux phases. Il y a la phase 1, phase oxydative, et la phase 2, une phase non oxydative. Et vous voyez qu'on démarre à partir du glucose 6-phosphate, donc ça démarre un petit peu comme la glycolyse, finalement. Glucose donne glucose 6-phosphate. La suite serait fructose 6-phosphate. Ben non, pas du tout. Premièrement. Et puis vous voyez qu'à la fin, on n'obtient pas du tout du pyruvate, mais on obtient d'autres molécules. On obtient en fait fructose 6-phosphate, donc un C6, fructose 6-phosphate, donc un autre C6, et puis glycéraldéhyde 3-phosphate, c'est-à-dire un C3. Comment c'est possible qu'à partir d'un seul glucose 6-phosphate et un seul C6, donc 6 carbones, on obtient 6, plus 3, autrement dit 15. C'est tout simplement pas possible. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la voie des pentoses phosphates, c'est une voie qui va se multiplier 3 fois. Donc, on va faire simple. Regardez ici, vous avez un C6 qui vous est dessiné ici, c'est le glucose 6-phosphate. Donc, une seule voie. Et cette voie-là va être multipliée 3 fois. Donc, en fait, ici, vous avez 3 glucose 6-phosphate. Donc, 3 fois 6, 18. Ok, 3 fois 6, 18. Et en fait, vous allez avoir perte d'un CO2. 3 fois. Donc, 3 CO2 vont être perdus. Si vous faites 18 moins 3, vous obtenez 15. Okay, si chacun des C6 perd un CO2, il forme donc un C5. Et quel est le C5 qui est formé? Eh bien, ce n'est pas le ribose. En réalité, c'est le ribulose. Alors, il vous est dessiné le ribulose ici. On va compter les carbones. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un C5. Donc, on forme 3 C5. Et si vous comptez, eh bien, 3 C5, 3 fois 5, 15. Donc, on part bien de 15 carbones. Et on va les répartir en 6, 6 et 3. C'est-à-dire 12 plus 3 égale 15. Ok? Et alors cette voie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous remontre la diapositive précédente, ici, cette voie des pentoses phosphates, ce que vous devez comprendre et retenir, la seule chose à comprendre et retenir, c'est que finalement elle va former essentiellement des pentoses. Alors en fait, elle peut avoir plusieurs modes de formation, mais un des modes de formation, c'est je forme des pentoses pour faire de l'ADN et de l'ARN, et puis je forme aussi du NADPH qui va me servir à la biosynthèse des acides gras. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà, alors on va décrire un petit peu en détail cette voie des pentoses phosphates. Donc glucose 6-phosphate, tout d'abord il va être oxydé. La molécule elle est là, et elle devient cette molécule. Regardez ce carbone ici avec ce OH, c'est un alcool, et il devient un C doublon O, c'est une cétone. On appelle ça la gluconolactone. C'est une cétone. Donc en fait, on a oxydé un alcool secondaire en une cétone. Pour ce faire, vous comprenez, je l'espère, qu'il faut un coenzyme d'oxydoréduction. Alors ce n'est pas le NAD+ qui intervient, puisqu'on est sur la voie des pentoses phosphates, c'est le NADPH+ qui intervient. Et là, on forme un NADPH+. Okay,
Et celui-ci très important parce que il va être utilisé plus tard pour notamment produire, synthétiser des novo des acides gras. Donc il est très 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 important. Il intervient pour l'anabolisme. Donc en voilà un. Ensuite, cette gluconolactone va être coupée. On va couper ici cette liaison qu'on appelle une liaison éther. Elle va être hydrolysée. Donc il y a une molécule d'eau qui rentre pour pouvoir un petit peu passer d'une forme cyclique à une forme linéaire. On obtient le 6-phosphogluconate. Alors, le gluconate, on en a déjà parlé, hein. L'acide gluconique, c'est rien d'autre que du glucose, sauf que la fonction aldéhyde, ici au bout, est transformée en une fonction carboxylique. C'est le gluconate, qui, sur le carbone 6, est phosphorylé, c'est le 6-phosphogluconate. Donc cette hydrolyse de cette phosphogluconolactone, l'hydrolyse libère du phosphogluconate. Donc vous voyez qu'on est toujours à 6 carbones. Ensuite, eh bien, on va réduire ici, on va réduire ce gluconate, ici, on va le réduire de manière partielle, c'est-à-dire que ici, on va transformer l'acide en alcool primaire, CH2OH, et puis cet alcool primaire, lui, va être oxydé. Donc finalement, on a l'impression qu'on réduit une fois et on oxyde. En fait, on va réduire une seule fois. Donc on a besoin aussi d'un coenzyme d'oxydoréduction qui est du NADP+, qui devient NADPH+, et du même coup, ici, vous avez rupture de liaison et le CO2 qui s'en va. Donc à partir d'un C6, on obtient un C5. Décarboxylation, c'est une décarboxylation oxydative, puisque le OH ici, c'est le OH qui ici va être oxydé en cétone. Donc décarboxylation oxydative et on obtient le ribulose 5-phosphate. Donc je reviens, je récapitule. Un C6 qui est cyclisé, qui va être oxydé une fois, deux fois pour former du NADPH+, donc 2 NADPH+, et qui perd un carbone, le C6 devient un C5. Et on obtient le ribulose 5-phosphate qui vous est dessiné ici. Ribulose 5-phosphate, c'est un cétose, c'est-à-dire sur le carbone 2, vous avez une fonction cétone. Okay. Et là, il va se passer un truc marrant, c'est-à-dire que cette première voie va se dérouler 3 fois. Autrement dit, on va obtenir 3 ribulose 5-phosphate. Pourquoi 3 ? Parce qu'on a besoin de l'utiliser 3 fois. Une fois ici, une fois là, et une autre fois là. Donc vous comprenez bien que s'il y a 3 voies, il fallait qu'il y ait 3 ribulose 5-phosphate. Autrement dit, il fallait que cette première phase de la voie des pentosphosfates se déroule 3 fois. Donc elle s'est déroulée 3 fois. Et là, il va se passer un truc super sympa, c'est-à-dire que cette première voie va rencontrer ici la deuxième voie. Donc, au départ, le ribulose 5-phosphate va tout d'abord être, qui est un cétose, va tout d'abord être isomérisé en un ribose. C'est-à-dire que la fonction céto va devenir une fonction aldéhyde. Et là, on forme le ribose 5-phosphate. Okay. Donc ça, c'est un aldose. Et puis, ici, vous avez le ribulose 5-phosphate, qui est un cétose, qui va être épimérisé. Alors, ne confondez pas, on l'a déjà vu ensemble, l'isomérisation qui fait passer un cétose à un aldose avec une épimérisation. L'épimérisation, c'est juste changer la place des hydroxyles. Là, il est à droite, il va passer à gauche. C'est ce qu'on appelle un épimère. Donc, un des épimères du ribulose, c'est le xylulose. Vous n'avez pas à connaître ça par cœur. Okay. Mais bref, comprenez par là que là, on obtient un aldose et là, un cétose. Donc, on a un aldose à 5 carbones et on a un cétose à 5 carbones. Et intervient une enzyme géniale. Cette enzyme géniale, c'est la transcétolase. Et la transcétolase, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va venir fixer 2 carbones à partir du cétose. Donc là, vous avez un cétose ici qui a 5 carbones, et sur le carbone 2, il y a un groupement céto. En fait, la transcétolase, elle attrape une molécule à 5 carbones avec 2 carbones. Sur le carbone 2, il y a un cétose, et elle va venir couper ici. Elle libère une molécule à 3 carbones. Alors, la molécule à 3 carbones qu'elle libère n'est rien d'autre que ceci, oxydé, c'est-à-dire un glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc la transcétolase, elle prend le C5 et elle coupe après le deuxième carbone et elle libère un aldose à 3 carbones. C'est du glycéraldéhyde 3-phosphate. Qu'est-ce qu'elle fait de ce groupement à 2 carbones qu'elle a conservé avec elle ? D'accord ?
Elle a attrapé ça, elle s'est collée à ça, et elle l'a coupé ici. Qu'est-ce qu'elle fait de ce C2? Eh bien, au C2, elle rajoute C5. Et C2 plus C5, ça donne C7. Elle libère donc le cétose qui a 7 carbones, ça s'appelle le cédoheptulose 7-phosphate. C'est une enzyme géniale. On se retrouve donc avec un cétose à 7 carbones et un aldose à 3 carbones. Et là intervient l'enzyme miroir, c'est la transaldolase. Et la transaldolase, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va faire pareil, elle va attraper le cétose, mais au lieu de fixer les 2 carbones, elle va fixer 3 carbones. Elle fixe 3 carbones, et si vous enlevez 3 carbones à une molécule qui en a 7, vous libérez, par conséquent, vous libérez un cétose, pardon, vous libérez un aldose pardon, à 4 carbones. Donc il y a un aldose à 4 carbones qui est libéré, l'érythrose 4-phosphate, et il reste donc 3 carbones ici, donc 3 plus 4, donc il reste bien 3, ça fait 7. Donc il y a 3 carbones ici, qui sont associés aux 3 autres, et on libère donc un cétose qui est à 6 carbones. C'est très 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 compliqué, hein, vous vous en serez rendu compte. Donc si vous faites 3 plus 3, vous obtenez donc un fructose 6-phosphate, c'est un cétose, c'est notre premier fructose 6-phosphate obtenu. Et puis, que devient ici l'aldose à 4 carbones? Eh bien cette aldose à 4 carbones va de nouveau être prise en charge par une transcétolase. Je vous rappelle que la transcétolase, c'est une enzyme qui attrape un cétose ici à 5 carbones, et elle va lier que 2 carbones. Donc, si elle récupère un C5 et qu'elle fixe 2 carbones, elle libère un C3. Le voilà le C3, un glycéraldéhyde 3-phosphate. Et puis, comme elle a gardé 2 carbones, elle lui fixe un C4, un aldose en C4, et elle obtient donc un cétose en C6. Très compliqué, hein? Donc transcétolase, transaldolase, transcétolase. Au final, vous l'aurez compris, il nous faut un C5 ici, un C5 là, et un autre C5 là. Donc autrement dit, il nous faut 3 C5 ici. Chacun des C5 a perdu un dioxyde de carbone, donc autrement dit, il nous faut 3 C6. Donc je reprends. On a un C6 qui est le glucose 6-phosphate. Il va être oxydé 2 fois pour former une molécule très importante, qui est une molécule à haut pouvoir réducteur, NADPH+. Une fois, 2 fois. La deuxième fois, il y a une décarboxylation qui permet de former un C5, le ribulose 5-phosphate. Ce ribulose 5-phosphate va être quelque peu transformé, isomérisé, épimérisé. Et puis l'autre, il va rester tel quel. Non, il va subir aussi une épimérisation pour devenir du xylulose. Bref, on a un C5, un C5, un C5, 3 x 5, 15. Et je vous rappelle qu'on va former du C6, C6 et C3, 6 plus 6, 12 plus 3, 15. Donc à partir de 15 carbones, on obtient 15 carbones, mais ce qui est intéressant, c'est que on a changé les configurations. Ok? Bon, c'est tout ce que je vais vous dire à propos de cette voie des pentoses phosphates. On va juste immédiatement faire un petit bilan. Voici le bilan. Si j'arrive à vous le mettre à l'écran. Donc, on a 3 molécules de C5, c'est-à-dire 15 carbones, qui forment 2 molécules en C6, c'est-à-dire 12 carbones, c'est les fructose 6-phosphate, et puis une molécule en C3, c'est-à-dire 3 carbones, et on a bien 15 carbones, donne 12 plus 3 égale 15 carbones. Si on fait le bilan depuis le début de la voie des pentoses phosphates, je vous rappelle que en fait on part du glucose 6-phosphate, ici, donc le glucose 6-phosphate. Chacun des glucoses 6-phosphate a besoin de 2 NAD+, un ici et un là, mais comme on a besoin de 3 C5, donc 3 glucoses 6-phosphate, on fait 2 NAD+ x 3, ça fait donc 6 NAD+. À chacune de ces voies, on a besoin d'une molécule d'eau. On répète cette voie 3 fois, donc il nous faut 3 molécules d'eau. À chaque fois, on libère un dioxyde de carbone, donc on libère 3 CO2. On a donc formé, à partir de 6 NADP+, on a formé 6 NADPHH+, et on a donc formé 2 fructose 6-phosphate et 1 glycéraldéhyde 3-phosphate. Voilà le bilan de la voie des pentoses phosphates à partir du glucose 6-phosphate, donc 3 glucose 6-phosphate. Je vous rappelle que 3 x 6, 18, d'accord, donne
2C6 et 1,3. Alors 2C6 ça fait 12, 1,3 ça fait 15. Vous allez me dire 18 et 15 c'est pas bon monsieur. Bah, n'oubliez pas qu'il y a les 3 CO2 qui sont là. Donc 15 plus 3 ça fait 18. Okay, donc voilà le bilan de la voie des pentoses phosphates. De 3 voies des pentoses phosphates. Okay. Maintenant mettons ça en parallèle avec la glycolyse. Si on faisait 3 glycolyses. La glycolyse c'est glucose, okay, donne fructose 6-phosphate, enfin glucose donne glucose 6-phosphate, donne fructose 6-phosphate, ok, etc. etc. Bon. Faisons 3 glycolyses. Glucose, 3 glucoses donne 3 glucose 6-phosphate, c'est on est au même point, 3 glucose 6-phosphate. Ces 3 glucose 6-phosphate dans la glycolyse vont être transformés en 3 fructose 6-phosphate. On va mettre de côté 2 fructose 6-phosphate, on les met de côté, les voilà, ils subissent rien. Et un seul fructose 6-phosphate, lui, va subir le reste de la glycolyse. Un fructose 6-phosphate va devenir un fructose 1,6-diphosphate qui va être clivé en deux, qui va donc donner un glycéraldéhyde et un DHAP. Et le DHAP est transformé en glycéraldéhyde. Donc autrement dit, il y a un des fructose 6-phosphate qui est transformé en 2 glycéraldéhydes 3-phosphate. Donc c'est tout à fait possible d'écrire 3 glucose 6-phosphate dans la glycolyse, donne 2 fructose 6-phosphate. Et là vous voyez que c'est pareil. Mais la seule différence, c'est que la glycolyse donnerait 2 glycéraldéhydes 3-phosphate, alors que la voie des pentoses phosphates donne un seul glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le deuxième glycéraldéhyde 3-phosphate de la glycolyse? Eh bien, un glycéraldéhyde 3-phosphate, c'est justement 3 carbones, ben, ils sont là. Donc en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites la voie des pentoses phosphates, eh bien, vous perdez les 3 carbones qui sont là. Est-ce que c'est très important? Ben, c'est hyper important, parce que ce glycéraldéhyde 3-phosphate qu'on retrouve dans la glycolyse, ici, il est hyper important parce qu'il va permettre la synthèse, on va le voir tout à l'heure, il va permettre avec le cycle de Krebs la synthèse de 17 ATP. Donc on a une grosse perte énergétique. Donc la voie des pentoses phosphates, c'est une perte énergétique, certes, mais essentiellement, elle permet, cette voie des pentoses phosphates, de faire des riboses qui vont servir à faire de l'ADN, donc c'est pas rien. Et elle permet aussi de faire du NADPH+, et ce NADPH+, ce qu'on appelle du pouvoir inducteur, il va énormément servir lorsqu'on fera de la biosynthèse des acides gras, donc la biosynthèse des lipides. En parallèle de tout cela, je tenais à vous parler, donc c'est toujours à votre programme, hein, je tenais à vous parler du cycle de Calvin. Alors c'est quoi le cycle de Calvin? Le cycle de Calvin, c'est ce cycle qu'on va retrouver dans les cellules végétales. Et en fait, ce que vous avez juste à savoir et à retenir, c'est que ce cycle de Calvin, c'est un petit peu l'inverse de la voie des pentoses phosphates. C'est-à-dire qu'on a vu que dans la voie des pentoses phosphates, on éliminait du dioxyde de carbone. D'accord? Eh bien, en fait, ce cycle de Calvin, qui est une machine à laver, c'est une machine à laver qui intègre, qui rentre, qui fait rentrer du dioxyde de carbone. Et ce que vous savez, vous, des cellules végétales, c'est que justement, la plante, elle respire le CO2. C'est très important, sinon il y aurait trop de CO2. Et c'est un problème très important au niveau climatique. Donc la plante, grâce à son cycle de Calvin, elle fait l'inverse de la voie des pentoses phosphates et elle intègre du dioxyde de carbone. Elle va en intégrer 6. Pourquoi 6? Parce qu'il faut 6 carbones pour faire un exose, par exemple du glucose ou du fructose. Et je vous rappelle que les plantes, elles font des fruits. Les fruits sont sucrés, c'est-à-dire contiennent du saccharose. Donc il faut que les cellules végétales sachent faire des exoses. Et ceci se passe au niveau du cycle de Calvin. Il y a une enzyme ultra importante. Il faut connaître le nom, c'est la Rubisco. Cette enzyme intègre le dioxyde de carbone. D'accord? Et ce dioxyde de carbone, tout d'abord, va être intégré sous la forme de phosphoglycérate qu'on a vu dans la glycolyse. Ce phosphoglycérate, qui est une molécule à 3 carbones. Puis, il y a un pouvoir réducteur qui intervient, qui est le NADPH+. Et ce NADPH va permettre de réduire les 3 phosphoglycérates en triose phosphate, c'est-à-dire glycéraldéhyde. D'accord? Donc, ils sont réduits ici, triose phosphate. Ils passent sous la forme de ribulose 5-phosphate, c'est-à-dire que là vous avez vraiment les étapes qu'on a vues, les étapes inverses. Donc là vous avez un triose qui est transformé en un pentose.
Donc c'est là que se trouvent les étapes inverses de la voie des pentosephosphates. Ok? C'est tout ce que je vous dirai. Je vous en dirai pas plus. Ok? On va entrer donc à la partie la plus importante dans cette voie du métabolisme, dans ce cours sur le métabolisme qui est le cycle de Krebs. Donc, pour l'instant, on s'est arrêté à la glycolyse, on s'est arrêté ici, c'est-à-dire au pyruvate. C'est une molécule à 3 carbones. Que devient le pyruvate lorsqu'on est en aérobiose, c'est-à-dire en condition de présence d'oxygène? Eh bien, il va être oxydé. Il va rentrer dans une machine à laver qui va le découper. Le C3 va perdre ces 3 carbones sous forme de dioxyde de carbone. Quand vous respirez, quand vous, humains, animaux, vous respirez, vous inspirez de l'oxygène et vous libérez, vous expirez du dioxyde de carbone. Donc le C3, qui vient du pyruvate, donc du glucose, eh bien, va être découpé en CO2 une fois, CO2 deux fois, CO2 trois fois. Et ça, c'est une machine à laver. D'accord? On fait rentrer le C3, il est transformé d'abord en C2, groupement acétyl. Vous devez savoir que acétyl, c'est 2 carbones. Ça, c'est l'étape 0 du cycle de Krebs. Et cet acétyl-CoA, il va rentrer dans le cycle de Krebs, donc le voilà, le cycle de Krebs, et il va éliminer, donc il y a 2 carbones, qui éliminent un CO2, un carbone, puis un autre CO2, l'autre carbone. D'accord? Mais bien évidemment, il faut que tout ça se régénère, sinon ça ne pourrait pas coexister. Sinon, cet oxaloacétate, s'il n'était pas régénéré, on pourrait le faire qu'une seule fois, utiliser le pyruvate. Donc il faut régénérer l'oxaloacétate, et donc le cycle de Krebs permet de régénérer l'oxaloacétate. Ok? Première voie, donc, le pyruvate qui est un C3 perd un CO2. C'est une décarboxylation oxydative au niveau d'une enzyme, on en a parlé, c'est la pyruvate déshydrogénase. Pourquoi on ne l'appelle pas décarboxylase? On pourrait, parce qu'on enlève bien un CO2, mais en même temps il y a une déshydrogénation. Il ne faudra pas l'oublier, hein, celui-là, le NADHH+. D'accord? C'est du pouvoir réducteur. Donc on en forme un ici, au niveau des bilans. C'est donc une déshydrogénase qui intervient, c'est la pyruvate déshydrogénase complexe. On forme l'acétyl-CoA, qui est vraiment un carrefour métabolique, acétyl-coenzyme. La formule de l'acétyl-CoA, elle est là, c'est comme le pyruvate, CH3, C-O, COH, sauf qu'il n'y a pas le COH, puisqu'on vient de l'enlever sous forme de CO2. Donc on a mis à la place un coenzyme, CH3, CO, SCoA. Voilà l'enzyme, enfin la molécule acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA va rentrer sur un C4. 1, 2, 3, 4. C'est l'oxaloacétate. Ok? Donc l'oxaloacétate, c'est une molécule à connaître par cœur. Pas très compliqué à connaître par cœur l'oxaloacétate. C'est une molécule dicarboxylique. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, le cycle de Krebs, il a un autre nom. On parle du cycle des acides tricarboxyliques. Alors, vous allez me dire, monsieur, vous venez de dire dicarboxylique, et là, vous parlez du tricarboxylique? Oui. En fait, quand vous collez 2 carbones, 1, 2, sur une molécule à 4 carbones, 1, 2, 3, 4, on obtient une molécule à 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le citrate. Eh bien, il se trouve que le cycle de Krebs s'appelle aussi le cycle du citrate, mais s'appelle aussi le cycle des acides tricarboxyliques. Parce que, mine de rien, hein, le citrate possède un dioxyde de carbone, un acide carboxylique ici, un deuxième ici et un troisième ici. C'est donc un acide tricarboxylique. C'est le citrate. Okay? Donc ici, vous avez la citrate synthase, elle synthétise. Cette citrate synthase, elle va condenser 2 carbones sur une molécule à 4 carbones. Et en fait, elle va coller, regardez bien ce qui va se passer. Alors, où est ma molécule à 4 carbones? Il faut que vous arriviez à la voir, en fait. Cette molécule à 4 carbones, en fait, elle est là. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon ancien oxaloacétate. Et où sont mes 2 autres carbones du groupement acétyl? Eh bien, CH3, C doublon O, S, c'est comme si c'était un C doublon O, O. D'accord? Sauf que c'est un S. Eh bien, ici, vous avez COO, CH2. Ça, c'est mon groupement acétyl. Alors, bien sûr, il a été transformé, c'est-à-dire il a perdu le coenzyme, ok? Et donc, on se retrouve avec un CH2CO-. D'accord? Donc,
Quand vous avez ce groupement-là qui vient se coller ici, eh bien le céto qui est là, le C double en O, bascule, la liaison bascule pour former un OH. Voilà le OH. Okay, le CO-, il est là, le OH, il est là. CO-, C double en O qui devient OH. Et puis le CH2CO, c'est l'ancienne molécule. On forme donc le citrate. Première réaction, condensation d'un C2 sur un C4, c'est le citrate. Okay, et puis après, une fois qu'on a formé le citrate, on va former une molécule toujours en C6 qui est un isocitrate qui va perdre un CO2. C'est une décarboxylation. On forme une molécule en C5 et c'est une décarboxylation oxydative, comme ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on forme du NADH+. On obtient une molécule en C5 qui est très importante qui s'appelle l'alpha-cétoglutarate. Cette molécule en C5 va être de nouveau décarboxylée avec élimination encore une fois d'électrons, donc c'est une décarboxylation oxydative, une deuxième, on forme du succinyl-CoA. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est que comme il y a un CoA, eh bien il y a un CoA qui est rentré, et on forme cette molécule, le succinyl-CoA, qui est une molécule donc à 4 carbones. Et ça y est, on est arrivé à une molécule à 4 carbones, mais on n'est pas encore à l'oxaloacétate. Donc un C4 plus un C2 donne un C6, C6 qui devient un C5, qui devient un C4. C4, C4. Mais il faut encore transformer le succinyl en oxaloacétate. Le succinyl va perdre cette liaison énergétique là, parce que quand vous avez un CoA, c'est une liaison énergétique. Quand vous avez un CoA, ça veut dire que vous avez activé la molécule par une liaison énergétique. Donc cette molécule activée, elle va être hydrolysée, donc on perd la liaison énergétique, mais on ne la perd pas totalement. C'est une réaction couplée énergétiquement, c'est-à-dire qu'on va former une molécule à haut potentiel énergétique. Alors, on pourrait former l'ATP, sauf que ce n'est pas l'ATP qui est formé ici, c'est du GTP. Donc, la liaison ici, CoA, est scindée, et on forme du GTP. Sachez que c'est un équivalent ATP. Donc, on forme un GTP, et on libère le résidu succinyl sous forme de succinate. C'est un C4. Le succinate, on va le voir en détail, hein, va alors être réduit. Ici, il va être oxydé, on va voir en quoi, en fumarate, mais à la différence des oxydations qui avaient lieu ici et là, qui étaient des oxydations décarboxylatives, ici vous avez une oxydation qui se déroule sur des carbones, sur des CH2, CH2, qui vont devenir CH double CH. Dans ces cas-là, quand on fait une oxydation sur des carbones qui ne contiennent pas d'oxygène, c'est le coenzyme d'oxydoréduction FAD, flavine adénine dinucléotide, qui intervient. Et on forme du FADH2. Le FADH2 est formé, on forme du fumarate. Ce fumarate va ensuite être hydraté pour donner du malate. Et le malate va être oxydé. Pas de décarboxylation ici, je vous rappelle qu'on est en C4. Il est oxydé pour former l'oxaloacétate. Et on a fini le cycle de Krebs, c'est-à-dire qu'on est revenu à l'oxaloacétate, qui de nouveau peut accepter l'acétyl-CoA. D'accord? On va le voir en détail. Première étape, on appelle ça une condensation. L'acétyl-CoA se condense à l'oxaloacétate. Oxaloacétate, c'est une molécule qui contient deux groupements carboxyliques. En haut, carbone 1, en bas, carbone 4. Sur le carbone 2, il y a une fonction céto, puis un CH2 tout ça, puis après, la fonction carboxylique. On forme le citrate. Le citrate, regardez bien, c'est une molécule symétrique, quasiment. C'est-à-dire CH2CO, CH2, CO. Et sur le carbone central de l'axe de symétrie, eh bien vous avez un alcool secondaire et un groupement CO-. D'accord? C'est le résidu oxaloacétate, il est là. D'accord? Donc c'est pas compliqué, il y a donc un CO- et un OH. CO-, OH. C'est le citrate. Puis après, il va y avoir un jeu de passe-passe. Regardez bien. Ce OH qui est là, en fait, ça s'appelle un alcool tertiaire. Pourquoi tertiaire? Parce que ce carbone-là n'a pas d'hydrogène. Il y a un CH2, un CO- et un CH2. Il n'y a pas d'hydrogène. Or, ce qu'on veut faire, c'est obtenir un alcool secondaire qui porte un hydrogène. C'est-à-dire on va faire en sorte, ce groupement OH, de le déplacer ici. De décaler, de faire descendre l'alcool. Alors, comment faire? C'est pas compliqué en réalité. Ce groupement OH, si vous lui rajoutez un hydrogène ici, là, OH plus hydrogène, ça fait une molécule d'eau. Donc première étape,
On enlève le groupement OH et l'hydrogène qui sont là, on fait une déshydratation. Première étape, on déshydrate. Si vous enlevez liaison OH et liaison hydrogène, vous obtenez un alcène. Voilà l'alcène. Et après, vous faites quoi? Vous faites l'étape inverse. Vous rajoutez une molécule d'eau. Alors, quand vous rajoutez une molécule d'eau, en fait, vous rajoutez un OH et un hydrogène. Mais bien évidemment que vous n'allez pas les rajouter au même endroit, sinon on reviendrait à la même molécule, c'est-à-dire au citrate. Non, on va rajouter le OH en bas et l'hydrogène en haut. Et du coup, eh bien, on a descendu d'étage, on a pris l'ascenseur. Et cet hydroxyle, qui était sur ce carbone-là, est passé sur celui-là, et il se retrouve en face d'un hydrogène. C'est un alcool secondaire. Cette molécule, c'était le citrate. Celle-là, c'est l'isocitrate. Iso veut dire même formule brute, mais pas même configuration. Effectivement, le OH est descendu. Mais sinon, c'est pareil. Ok? C'est l'isocitrate. En quoi c'est important de faire l'isocitrate? Bien, le but du jeu, la stratégie, c'est pouvoir oxyder ici. Cet alcool secondaire est oxydable, et je vous avais dit justement que l'alcool tertiaire est non oxydable. Donc vous pouvez très bien écrire, vous entourez ici, et vous écrivez alcool tertiaire non oxydable. Allez-y, prenez un stylo, vous entourez le OH, et vous écrivez alcool tertiaire non oxydable. Par contre, ici, vous entourez, et vous écrivez alcool secondaire oxydable. Okay? Et quand on oxyde un alcool secondaire, eh bien, à ce moment-là, ce carbone qui porte un OH, il fait intervenir un coenzyme d'oxydoréduction. Ce n'est jamais le FAD. Quand il y a un oxygène en jeu, ce n'est jamais le FAD. Quand il y a un oxygène en jeu, c'est toujours le NAD. Donc NAD+ devient NADH, H+. Et l'alcool secondaire est transformé en une fonction céto. Donc CO- et le CHOH devient CO-, C doublon. C'est une cétone. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est que ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et je vais me retrouver ici avec une molécule à 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, regardez bien ce CO-. En fait, il était sur ce carbone-là, et bien il a disparu. Ça s'appelle une décarboxylation oxydative. Donc, j'ai enlevé ce CO-, ce futur CO2, j'ai décarboxylé. Je suis passé d'un C6 à un C5, donc j'ai décarboxylé. Et en même temps, j'ai oxydé. C'est une décarboxylation oxydative, tout simplement. Okay? Donc, l'isocitrate, je vous rappelle que c'est le fait que l'alcool a pris l'ascenseur, citrate, isocitrate, puis décarboxylation oxydative, et on obtient une molécule ultra importante qui est l'alpha-cétoglutarate. Glutarate, c'est donc c'est donc un acide. Okay? Voilà la fonction acide, mais il y a une autre fonction acide ici. Pourquoi glutarate? Alors là, je parle surtout pour les deuxièmes années. Parce qu'on a vu les acides aminés, et vous pensez au glutamate. Eh bien, en fait, cette chaîne ici, CH2, CH2, CO-, c'est exactement la chaîne latérale du glutamate, le résidu R. Donc, en fait, ici, c'est une molécule qui ressemble au glutamate, sauf que c'est un alpha-cétoacide. C'est quoi un alpha-cétoacide? Eh bien, c'est un acide, CO-, qui sur son carbone alpha, c'est-à-dire le premier carbone après l'acide, acide, premier carbone, a une fonction céto. Donc, autrement dit, alpha, céto, acide. Et c'est quoi comme acide? Eh bien, c'est un acide qui ressemble au glutamate. C'est l'alpha-cétoglutarate. Cet alpha-cétoglutarate va alors pouvoir subir, lui aussi, une décarboxylation oxydative. C'est-à-dire que ce groupement CO- va pouvoir partir, le voilà, le CO2, il s'en va. Mais la liaison qui est là, elle n'est pas totalement perdue. Cette liaison-là va permettre de générer une liaison énergétique. Un coenzyme intervient et vient se condenser ici sur ce carbone. On a perdu le CO2, mais on a gagné une liaison énergétique, une liaison thioester. Ça, c'est un acide, mais on le lie à un thiol, ici le SH du coenzyme, c'est une liaison thioester. D'accord? Donc on a oxydé. Donc ici, puisqu'on a oxydé, le NAD+ devient NADH+.
Donc c'est une décarboxylation oxydative qui n'est pas exactement la même qu'ici. Ici, vous avez le NAD+, qui devient NADHH+, et on libère CO2. Ici, dans le même temps, vous avez un coenzyme qui rentre pour former le succinyl-CoA. Et regardez bien cette molécule. Ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a 1, 2, 3, 4. C'est une molécule à 4 carbones. D'accord? On avait le C6 tout à l'heure, le citrate. Je reprends. L'acétyl, il a 2 carbones, C2. Se colle à un C4 qui est l'oxaloacétate. 1, 2, 3, 4. Donc C4 plus C2, ça forme un C6 qui est le citrate qu'il faut savoir dessiner. Je vous rappelle qu'il est symétrique. CH2CO-, CH2CO-. Et puis de part et d'autre, vous avez le résidu ici, le résidu oxaloacétate, c'est-à-dire CO-, C doublon O, CO-, C doublon O, qui a été réduit par la condensation. Donc le citrate. Le citrate, il a pris l'ascenseur, le OH, il est devenu l'isocitrate. Pourquoi? Parce que ici j'ai un alcool tertiaire qui n'est pas oxydable, que j'ai transformé en alcool secondaire et que j'ai le droit d'oxyder un alcool secondaire. Il est oxydé par du NAD+. Donc bien évidemment, l'enzyme, c'est l'isocitrate, le nom du substrat, déshydrogénase, c'est normal. Le coenzyme, c'est NAD+, qui devient NADH. Et puis, on perd le CO2. Ok? Celui-ci, on le perd. Et on forme l'alpha-cétoglutarate. Cet alpha-cétoglutarate subit une décarboxylation oxydative, donc ce CO- ici est perdu, et on se retrouve avec une molécule à 4 carbones. 1, 2, 3, 4. C'est le résidu succinyl. Le voilà, le résidu succinyl. Mais on n'a pas perdu totalement la liaison, on a formé une liaison énergétique qui est associée au coenzyme. Donc là, vous avez un coenzyme qui rentre. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ce coenzyme rentrer dans la première étape qui transformait le pyruvate en acétyl-CoA. Il y avait un coenzyme qui est rentré. Donc là, il y a un deuxième coenzyme qui rentre. Et on obtient le succinyl-CoA. L'étape d'après, c'est on va rompre ici la liaison énergétique, c'est-à-dire qu'on va libérer le succinate. Le résidu succinyl va être transformé en succinate. Oui, mais où est passée la liaison énergétique? Eh bien, elle a été récupérée par de l'ATP. Alors, ce n'est pas l'ATP, c'est du GTP. Ok? Et ce n'est pas exactement une hydrolyse, en réalité. On libère le coenzyme, mais on met à la place, en fait, c'est une phosphorylyse, c'est-à-dire que le groupement phosphate, ici, va venir en fait se condenser. En fait, la liaison ici, c'est une réaction couplée. Je m'explique. Il va y avoir une hydrolyse ici de cette liaison énergétique. L'énergie va être couplée à une réaction de condensation entre le résidu phosphate et le GDP. GDP plus PI donne GTP et vous avez libéré le coenzyme. CoASH, groupement thiol, CoASH, coenzyme. D'accord? Et on forme le succinate. Alors, le succinate, c'est une molécule que vous devez aisément connaître par cœur. Regardez, elle est totalement symétrique. CH2CO-, CH2CO-. Le citrate était symétrique à peu de choses près. Hein. CH2CO-, CH2CO-. Puis il y avait le milieu, là, il y avait ces deux carbones, le CO- d'un côté et le OH de l'autre, qui était sous forme de céto ici. Bon. Donc voilà, on a le succinate qui dérive de succinyl-CoA. CH2, 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 CH2. C'est le succinate. Ce succinate, on va l'oxyder. C'est-à-dire que ce CH2, CH2 qui est là, on va lui faire subir la succinate déshydrogénase. Et comme vous le voyez ici, on va enlever 2 hydrogènes pour former un alcène. Et ces 2 carbones ne portent pas d'oxygène. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous oxydez un carbone qui porte un oxygène, c'est forcément le NAD+ qui intervient. Et bien maintenant, je vous dis, l'autre côté, c'est quand vous oxydez un carbone qui ne porte pas d'oxygène, à ce moment-là, c'est le FAD+ qui intervient. Donc FAD devient FADH2. D'accord? Succinate déshydrogénase. Et donc à partir du CH2CH2, on forme le fumarate. Alors, le fumarate, c'est facile de s'en rappeler, hein, pour ceux qui fument, c'est le fumarate, voilà le fumarate. Bon. C'est une molécule parfaitement symétrique, c'est la même que celle-là, sauf que vous avez mis une double liaison, c'est l'alcène. Donc le fumarate, c'est l'alcène du succinate. Okay? On a formé du FADH2, et là j'en profite pour vous parler d'un truc très important, c'est-à-dire que cette enzyme-là, la succinate déshydrogénase, c'est une enzyme qui appartient à la chaîne respiratoire. On l'a déjà vu, donc je vous demande d'aller revoir la chaîne respiratoire. Le FADH2, ici,
apporte ces électrons, donc il va être de nouveau transformé en FAD+, il va être réoxydé, mais il va donner ces électrons au coenzyme Q, qui va devenir le coenzyme QH2. Et la suite après de la chaîne respiratoire. Donc très important, cette enzyme-là du cycle de Krebs, je vous rappelle que tout ça se déroule dans la mitochondrie. Cette enzyme-là du cycle de Krebs qui se déroule dans la mitochondrie, eh bien, elle est rattachée à la mitochondrie au niveau de la chaîne interne de la mitochondrie. Elle est rattachée ici même à la chaîne respiratoire. C'est une enzyme transmembranaire. Alors que toutes les autres enzymes sont des enzymes qui appartiennent à la matrice mitochondriale, c'est-à-dire au cytoplasme de la mitochondrie. On en est au fumarate, on a un alcène, on va rajouter une molécule d'eau à l'alcène. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On avait un alcène auquel on a rajouté une molécule d'eau. Ben là, c'est pareil. Ça s'appelle la fumarase. On rajoute une molécule d'eau, on met un OH sur le carbone et on met un H sur l'autre carbone. Et ça nous donne le L-malate. Alors, vous connaissez, vous êtes déjà familier avec ce genre d'écriture. C'est un énantiomère, c'est pas le D-malate, c'est le L-malate. C'est-à-dire vous avez le OH qui est à gauche. Vous avez ici un carbone asymétrique qui n'existait pas avant. Vous avez un CH2, là, il est pas asymétrique du tout, hein, puisque vous avez deux hydrogènes. Il devient asymétrique. Et on a donc des isomères. L'enzyme, le métabolisme, n'a qu'une enzyme, la fumarase, qui donne le L-malate. Et la malate déshydrogénase, qui est l'enzyme d'après, ne reconnaît que le L-malate. Elle ne reconnaît pas le D-malate, d'ailleurs, qui n'est pas produit. Donc, on hydrate. Ici, on forme du L-malate, OH. Et enfin, dernière étape du cycle de Krebs, eh bien, il faut arriver à l'oxaloacétate. Donc, pour arriver à l'oxaloacétate, eh bien là, on a un alcool secondaire. Je vous rappelle, c'est un OH sur un carbone qui porte un autre hydrogène. C'est un alcool secondaire. Et tous les alcools secondaires sont oxydables en cétone. Et donc là, on forme l'acétone. C'est l'oxaloacétate. Ok ? C'est la molécule de départ. C'est notre C4. C4 plus C2 donne C6. Okay. Donc on a oxydé, c'est un carbone qui porte un oxygène, donc c'est le NAD+ qui intervient. Donc NADH plus H+, donne donc l'oxaloacétate. Ok. On a tout vu. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter un petit peu sur ce cycle de Krebs? Alors, je vais un petit peu vite là. Oui, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous décrire ça. Mais à culpa. Je reviens un petit peu ici, c'est l'étape initiale, c'est l'étape 0. Je l'ai mal positionné dans la diapositive, mais là vous avez le pyruvate, et là vous avez l'acétyl-CoA. Là vous avez donc votre liaison énergétique, c'est votre C2, il a perdu un carbone, le dioxyde de carbone. Qu'est-ce qui est intervenu? Donc c'est l'étape 0 du cycle de Krebs, c'est-à-dire elle n'appartient pas au cycle de Krebs, c'est entre la glycolyse qui forme du pyruvate, et puis le cycle de Krebs qui utilise l'acétyl-CoA. Il y a cette étape que j'ai appelée étape 0, qui est réalisé par la PDC, la pyruvate déshydrogénase complexe, qui, je vous rappelle, contient 3 activités enzymatiques, E1, E2, E3, mais on s'en fout des numéros, et on s'en fout des activités, vous n'avez pas à retenir tous les détails, mais ce que vous devez à tout prix retenir, c'est qu'il y a un coenzyme qui rentre, forcément, hein, puisqu'il est là, il y a du NAD+, qui devient NADHH+, c'est une décarboxylation oxydative, donc c'en est encore une autre, ok? Donc décarboxylation oxydative, vous avez NAD+ qui devient NADHH+, et puis on forme le CO2 et on forme l'acétyl-CoA. Autre chose qu'il faut savoir, mais on va dire que c'est de la culture, c'est qu'il y a d'autres vitamines, c'est-à-dire d'autres coenzymes importants qui viennent, le TPP, le thiamine pyrophosphate, l'acide lipoïque, autrement dit le lipoate, et du FAD. Mais c'est vrai qu'ils interviennent, qu'ils sont transformés, mais ils retrouvent leur forme initiale, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de les écrire dans le bilan. Ils sont nécessaires, mais ils retrouvent leur état initial en une seule étape. Donc il n'y a pas de souci. Si vous les oubliez, c'est pas grave. Ok? Donc, ce cycle de Krebs, c'est la deuxième voie métabolique. Il faut vraiment l'apprendre par cœur. D'accord? Chacune des étapes est à apprendre par cœur en comprenant très bien ce qui se passe. Ok? Je vous conseille donc d'abord d'apprendre par cœur ceci, qui est la forme simple, en écrivant C3 donne C2, C4 plus C2 donne C6, iso C6, donc c'est encore un C6, qui perd un CO2 et qui perd un NADH. Ce qui est important, c'est de voir où sont éliminés les CO2. Ce qui est important, c'est de voir où sont produits les
coenzyme d'oxydoréduction réduit. Je vous rappelle que c'est important les coenzymes d'oxydoréduction réduits parce qu'ils vont permettre la synthèse d'ATP au niveau de la chaîne respiratoire. Chaque NADH+ produit, on va faire simple, on va dire 3 ATP. Et chaque FADH2 produit 2 ATP. Donc tout ça, c'est énormément d'ATP qui est produit. 3 ATP, 3 ATP, 3 ATP, 2 ATP, 3 ATP. Donc ça fait beaucoup d'ATP en réalité. Et puis vous avez les CO2 qui sont éliminés. Donc 1, 2, 3, parce qu'on avait une molécule en C3. Ok? Alors parlons un petit peu, d'un bilan. Vous devez à tout prix être capable de faire le bilan du cycle de Krebs. Tout comme vous devez être capable de faire le bilan de la glycolyse, vous devez être capable de faire le bilan du cycle de Krebs. Avec votre tableau entrant-sortant. Bon. Alors vous pouvez tout aussi bien décider, non, je ne veux pas savoir faire de bilan, je préfère le connaître par cœur, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment vous demander des bilans à la noix. C'est-à-dire non pas entre la molécule 1 et la molécule finale, mais entre la molécule 4 et l'avant-dernière d'une voie métabolique. Donc si vous ne savez pas faire un bilan, vous n'y arriverez jamais. Okay. Alors voilà le bilan. Donc on part d'un acétyl-CoA, donc vous voyez que le cycle de Krebs ne démarre pas du pyruvate. On ne démarre pas de l'étape 0. Mais on pourrait très bien vous demander, et ça arrive souvent d'ailleurs dans les exercices, vous demander de faire le bilan à partir du pyruvate jusqu'à CO2. C'est-à-dire prendre en compte l'étape 0 pour le coup. Et puis des fois, on vous dira, non, à partir du glucose C6 jusqu'à CO2. Il faudra comprendre, glycolyse, étape 0, cycle de Krebs. Vous voyez? Bon. Donc voilà, on part ici de l'acétyl-CoA. Alors, ADP plus PI. Pourquoi ADP plus PI? En fait, là, on vous met ADP plus PI qui forme un ATP, mais rappelez-vous, en réalité, c'est pas un ATP qui est formé, c'est un GTP. Mais là, ils ont simplifié en fait leur diapo. Ils ont mis ATP parce que c'est un équivalent ATP. Donc ça revient au même. 3 NAD+. Alors c'est vrai que 3 NAD+ donne 3 NADH+ dans le cycle de Krebs, mais il faudra bien vous rappeler qu'il y en a un quatrième qui est dans l'étape 0. Mais dans le cycle de Krebs, il y en a 3. Il y a un FAD qui est transformé en FADH2 dans le cycle de Krebs. Dans le cycle de Krebs, à partir d'un C2, on va éliminer 2 dioxydes de carbone. Clac, clac, on les coupe. Ça, c'est bon. Okay, mais il y aura un troisième CO2 qui sera formé dans l'étape 0. Donc là, on vous dit, un NADH+, au niveau de la chaîne respiratoire, c'est-à-dire quand on est en condition oxydative, en aérobiose, quand la chaîne respiratoire fonctionne, elle doit fonctionner uniquement en présence d'oxygène, eh bien on forme 3 ATP. Un FADH2, lui, forme approximativement 2 ATP. Alors on vous dit, équivalent ATP. Donc c'est là que c'est important. Comme on a formé ici 3 NADH+, et que chacun d'entre eux, au niveau de la chaîne respiratoire, forme 3 ATP. C'est donc 3 fois 3. Donc 3 NADH+, forment 3 ATP, 3 fois 3, donc on a 9 ATP formés. Okay, on a aussi formé un ATP. Alors en fait, on a formé un GTP. Mais le GTP, sachez qu'il existe une enzyme dans la cellule qui transforme le GTP en ATP. Donc on forme un ATP. Donc on a mis plus 1. Ensuite, on a formé un FADH2, mais au niveau de la chaîne respiratoire, on a vu que le FADH2 va aller donner ses électrons à coenzyme Q qui donne coenzyme QH2, et ce coenzyme QH2 va donner ses électrons jusqu'à la dernière étape de la chaîne respiratoire, et au final ça permet de pomper des protons qui vont générer 2 ATP. Donc un FADH2 donne 2 ATP, donc on fait 1 fois 2. Donc 3 fois 3, 9, plus 1, 10, 10 plus 2, 12. Donc le cycle de Krebs produit 12 ATP. D'accord? Maintenant, essayons de réfléchir, et c'est là que ça devient très important, essayons de réfléchir non pas à partir uniquement du cycle de Krebs, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du glucose. Okay, alors, glucose, quel est le nom de cette étape? La glycolyse. Et on le sait très bien qu'on forme 2 pyruvates. Donc 1 C6 donne 2 C3.
Et on sait très bien que tout est au coefficient 2, donc on va former 2 ATP, et puis on va former 2 NADHH+. Je vous rappelle, c'est le bilan de la glycolyse. Or, chaque NADHH+, c'est écrit là, forme 3 ATP. Donc ici, mes 2 NADHH+, chacun forme 3 ATP, 2 fois 3, 6, plus les 2 ATP formés lors de la glycolyse, 6 plus 2, 8. Donc lors de la glycolyse, 1C6 donne 2C3 et forme 8 ATP. Puis intervient l'étape 0. Dans cette étape 0, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai transformé mon C3 en C2 et je l'ai fait 2 fois. Et du même coup, c'est une décarboxylation oxydative, j'ai formé un NADHH+, mais comme j'avais 2 pyruvates, j'ai donc formé 2 NADHH+. D'accord? Donc c'est multiplié par 2 ici. L'étape 0 est multipliée par 2 puisqu'il y a 2 pyruvates. Chaque NADHH+, forme 3 ATP. Donc 3 ATP fois 2. Donc 6 ATP. Donc l'étape, ici, l'étape 0, elle forme 6 ATP à partir du moment où vous partez de 2 pyruvates. On continue. L'acétyl-CoA, qu'est-ce qu'il devient? Il rentre dans le cycle de Krebs. C'est-à-dire qu'il va se condenser sur l'oxaloacétate, qui est un C4. Et puis, il va y avoir plein de réactions pour reformer de nouveau l'oxaloacétate. Au cours de ces réactions, on l'a vu dans le cycle de Krebs, on forme 3 NADHH+, d'accord, vous vous rappelez, j'espère. On peut le revoir ici, si vous voulez. Alors, les 3 NADHH+, c'est les décarboxylations oxydatives. Il y en a une ici, il y en a une autre là, et une autre là. La première transforme l'isocétrate, hein, l'alcool, qui était secondaire, qui était tertiaire, qui est devenu secondaire, qui a été oxydé une fois, puis on a perdu un dioxyde de carbone. Donc première décarboxylation, on a formé un NADH. Puis la deuxième décarboxylation, on va éliminer ce CO2 qui est là. Donc on forme un deuxième NADH, on forme le succinyl-CoA. Puis ici, sur le CH2CH2, qui est le succinate, on va l'oxyder pour former le fumarate, rappel pour ceux qui fument. Donc c'est des carbones qui ne portent pas d'oxygène, donc c'est le FAD qui intervient. Donc ici on a formé du FADH2, donc c'est toujours pas notre NADH. Ici on a hydraté le fumarate, c'est-à-dire qu'on a collé une molécule d'eau, donc on a notre OH qui est notre alcool secondaire. Et cet alcool secondaire, c'est un carbone qui porte un oxygène. On peut l'oxyder avec du NADH. Voilà le troisième NADH. Donc une fois, un NADH, deux NADH, trois NADH. Ok? Donc j'en suis là. Attendez, j'aille pas trop vite. Donc on a bien, dans le cycle de Krebs, 3 NADH de formés et 1 FADH2. Je vous rappelle qu'on a un ATP, sous-entendu 1 GTP. C'est donc un ATP. Et tout ça est multiplié par 2. Pourquoi? Parce qu'ici, on part de 2 acétyl-CoA. Je vous rappelle qu'on part de 2 pyruvates, c'est-à-dire un glucose C6 donne 2 C3, c'est-à-dire 2 pyruvates, qui donnent eux-mêmes 2 acétyl-CoA. Donc il y a bien 2 fois le cycle de Krebs, donc on multiplie par 2. Or, un NADHH+, forme 3 ATP, on l'a dit. Donc ici, on a 3 fois 3, 9. Un FADH2 forme 2 ATP. Donc ça fait 9 plus 2, 9, 10, 11. 11 plus le fameux GTP qui est formé, qui est équivalent en 1 ATP, donc 12. Donc tout ça, on l'avait déjà dit tout à l'heure, il y a 12 ATP, hein, on l'avait dit là-haut, 12 ATP par cycle de Krebs. Mais comme on avait formé 2 acétyl-CoA, c'est 12 ATP x 2, c'est-à-dire 24. Et bien évidemment, on aura libéré 4 CO2. Alors pourquoi je dis 4 CO2 là? C'est marrant qu'ils aient écrit 4 CO2 ici. 1, 2, 3, 4. Pyruvate. Oui, donc ici vous avez CO2. Donc là il y a 2 CO2. Oui, voilà, c'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé. Pyruvate, acétyl-CoA, on perd un CO2. Et comme il y a 2 pyruvates, on perd 2 CO2. Donc là, il y a 2 CO2 qui sont perdus. Et à la fin, il en reste bien 4. Ok, acétyl-CoA, 4 CO2. Voilà. Parce qu'un cycle de Krebs permet d'éliminer 2 CO2. Comme il est répété 2 fois, ça fait 4 CO2. 4 CO2 plus les 2 CO2 qui sont là, ça fait bien 6 CO2. C'est donc un glucose. C6 donne 6 C1. Ok? Mais ce qui est plus important ici, c'est qu'il y a 24. Quand vous faites la somme de tout, et c'est ça qu'il faut savoir faire, c'est ce bilan entre un glucose donne combien de CO2? Ben, un glucose c'est un C6, ça donne 6 CO2. Donc ça serait bien que vous rajoutiez ici une flèche qui écrit 2 CO2.
Donc un glucose va donner au total 6 CO2 et donc 38 ATP. 24 plus 6, 30, plus 8, 38. Ça, il faut le savoir. L'oxydation totale du glucose, c'est une oxydation, c'est-à-dire cette molécule organique qui est le glucose, qui va devenir les plus simples des molécules carbonées minérales. Donc matière organique, matière minérale. Quand vous expirez, vous avez donc oxydé ce que vous avez mangé, la matière organique, le sucre, vous l'avez oxydé et vous avez transformé la matière organique en matière minérale, c'est-à-dire du CO2. Le CO2, c'est minéral. Donc 1 C6 donne 6 C1, c'est-à-dire 6 CO2. Okay. Premièrement, ça c'est la conservation de la matière. Eh bien, quand vous respirez le glucose, vous formez 38 ATP. Attention, ceci est vrai que si vous êtes en condition d'aérobie, en aérobiose. Parce que si vous n'êtes pas en condition d'aérobie, eh bien, vous ne pouvez faire que la glycolyse, vous formez du pyruvate, et on ne peut pas faire le reste, parce que on ne pourra pas réoxyder plus loin le NADH. Donc, interdit. Le reste est interdit en anaérobiose. À partir du pyruvate, on fait la fermentation alcoolique ou alors la fermentation lactique. C'est compris? Et comprenez bien qu'on n'aura formé que 8 ATP. Quand vous faites des fermentations, vous ne faites pas d'ATP. Mais vous pouvez former indéfiniment de la glycolyse. Ça, c'est vrai. Je suis en train de vous dire des bêtises. Quand on est en anaérobiose, les deux NADH+, vont servir à la fermentation et pas à la chaîne respiratoire, donc on n'aura formé que 2 ATP. Ouh là, j'ai dit une grosse bêtise. Donc, là, il y a 8 ATP, c'est quand on est en aérobiose, c'est-à-dire quand les deux NADH+, partent à la chaîne respiratoire. Un NADH+ fait 3 ATP, comme il y en a 2, ça fait 6, 6 plus 2 égale 8. Donc ça, c'est en condition aérobie. En anaérobiose, fermentation, eh bien les deux NADH+ partent pour former éthanol, fermentation lactique, ou acide lactique, fermentation lactique, fermentation alcoolique ou fermentation lactique, mais on reste à 2 ATP. Ok. Je vais faire une petite pause. Je vous reprends de suite. Voilà, je reviens juste ici. Voilà. Donc, on a vu rappel de la glycolyse, les fermentations, la voie des pentosephosphates. Je vous rappelle qu'il n'y a pas grand-chose à retenir si ce n'est que c'est une voie qui appartient à un C6, forme des C5, et du NADPH, NADPH, qui est le cousin, qui permet donc de faire des pentoses qui vont servir à faire de l'ADN, d'accord? Parce que l'ADN et l'ARN, eh bien, il y a le ribose, qui est un C5. Et puis on vient de voir le cycle de Krebs. Alors le cycle de Krebs est très important, il faut le connaître. La glycolyse à connaître par cœur, les fermentations par cœur, pentose phosphate pas par cœur, le cycle de Krebs par cœur. Ok. On va regarder un peu ce qui se passe au niveau physiologique dans l'organisme. Parce que là c'est assez important. On va commencer par regarder ce qui se passe lorsqu'on vient de manger. Alors quand vous venez de manger, c'est ce qu'on appelle l'état post-pandrial, c'est-à-dire après le repas. Et après le repas, ce qui se passe, c'est alors, il peut se passer la glycolyse, certes, mais il va se passer aussi la glycogénogénèse et la lipogénèse. Alors, quand vous entendez le mot génèse, ça veut dire production à nouveau. C'est la création. La genèse, c'est la création. Donc, création de nouvelles molécules. De quoi? Eh bien, des molécules de glycogène, donc glycogénogénèse, et puis des molécules de lipides, donc lipogénèse. Ça, c'est quand vous avez mangé. Alors, on va voir ça en détail. Quand vous avez mangé, en fait, ce qui se passe, c'est que, on en reparlera de l'alimentation, de la digestion, quand on fera le métabolisme des matières azotées. Il y aura toute une partie, je vous ai fait des très belles diapositives, et je vous ai commenté ces diapositives, vous verrez, sur les étapes de digestion. Bouche, estomac, intestin, toutes les enzymes qui interviennent. Et là, vous comprendrez mieux. Donc bref, quand vous mangez par exemple de l'amidon, ce qui se passe, c'est que cet amidon, donc quand vous mangez des pâtes, du pain, cet amidon contient du glucose. Donc dans votre système digestif, il y a des enzymes qui vont découper l'amidon pour libérer du glucose. Donc dans votre sang, vous allez récupérer du glucose. Mais vous ne mangez pas que de l'amidon,
vous mangez aussi des matières grasses, et ces matières grasses aussi dans votre système digestif vont commencer à être découpées. Et notamment, il va y avoir des triglycérides. Ce sont des lipides complexes. On en reparlera plus tard. Triglycérides, dans glycérides, vous entendez le mot glycérol, qui en fait est un trialcool qui est quasiment la molécule de base à partir de laquelle est faite le DHAP, le dihydroxyapatone phosphate, mais aussi le glycéraldéhyde phosphate. C'est une molécule à 3 carbones avec alcool. Donc, CH2OH, CHOH, CH2OH. C'est un trialcool. Donc, quand vous mangez des lipides, vous commencez à les découper, ces lipides, ces triglycérides, dans vos intestins, et vous allez libérer deux choses. D'un côté, vous allez libérer du glycérol, et puis de l'autre côté, vous allez libérer des acides gras. Donc, dans votre sang, on aura du glucose, du glycérol, on aura aussi des acides gras, et puis, vous avez mangé aussi des protéines végétales ou des protéines animales, des muscles, la viande, donc des protéines animales, donc des acides aminés vont se former, et dans votre sang, il y aura donc des acides aminés. Donc voilà ce que se retrouve dans votre sang quand vous avez fini de manger: glucose, glycérol, acides gras, acides aminés. Et en très très grande quantité. Comme il est en grande quantité, eh bien, peut-être que vos cellules en ont besoin pour faire de l'énergie. Vos cellules ont tout le temps besoin d'énergie. Donc il y a une partie de ce glucose qui va rentrer dans la glycolyse. Donc glucose, glucose 6-phosphate, dihydroxyacétone phosphate, phosphonol pyruvate, pyruvate. Ça c'est la glycolyse, première étape. Le pyruvate, transformé, rentre dans la mitochondrie. Alors le grand carré qui est là, c'est la mitochondrie. Il rentre dans la mitochondrie, il est transformé en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA est condensé à l'oxaloacétate, c'est notre cycle de Krebs qui est transformé en malate. Le malate transformé en oxaloacétate, c'est le cycle de Krebs qui tourne vers la droite. C'est important de le dire maintenant, il tourne vers la droite. Ok? Bon, tout va bien. Glucose, glycolyse, voie 0, et puis cycle de Krebs. Mais peut-être que vos cellules, elles n'ont pas énormément besoin d'énergie et qu'il reste encore beaucoup de glucose. Dans ce cas-là, il faut stocker le glucose, cette matière carbonée. On peut le stocker, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le cycle du glycogène. Donc, le glucose est transformé en glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate transformé en glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate est pris en charge par l'UDP. L'UTP devient UDP glucose, c'est le transporteur de glucose, qui apporte le glucose au glycogène. Donc on forme du glycogène. Sachez que le glycogène est stocké chez l'animal dans le foie. Donc c'est un polymère. Donc vous avez mangé un polymère de glucose qui est l'amidon. Je vous rappelle que c'est un polymère végétal. Et vous, animal, vous allez stocker le glucose sous forme d'un polymère de glucose, mais dans les cellules animales, c'est du glycogène. Ok? Le glycérol, lui, il va pouvoir s'associer avec certains acides gras qui viennent aussi de la digestion, et on va réaliser la lipogénèse, c'est-à-dire la genèse, la création de lipides. Et on va former donc de nouveaux triglycérides qu'on va aller stocker dans le corps de l'animal sous forme de graisse, de tissu adipeux. On va stocker ce qu'on appelle des triglycérides, ce sont des lipides complexes dans le tissu adipeux. Par ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que ces acides gras, on peut aussi les découper. À la même manière qu'on peut découper les oses, on peut découper les acides gras. Ce sont de longues molécules carbonées. Si vous les découpez, eh bien à ce moment-là, vous obtenez beaucoup d'énergie. Et en fait, on obtient beaucoup plus d'énergie à partir d'acides gras qu'à partir des oses. Alors attendez, je fais une pause parce qu'on m'appelle. Alors, ici, une petite pause. À tout de suite. Je reviens ici. Hop. Zoom un petit peu. Voilà. Donc, les acides CoA, les acides gras, on appelle aussi des acides CoA, on va beaucoup reparler parce que c'est la troisième voie qu'on connaît par cœur, peuvent subir une autre voie métabolique qui est la bêta-oxydation, c'est celle-là dont on va parler. Et il se trouve que cette bêta-oxydation, chose géniale, eh bien, elle découpe les longues molécules carbonées en chaînons à 2 carbones. Et je vous mets dans le mille, cette molécule à 2 carbones, c'est celle qu'on connaît déjà, c'est l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il peut aller dans le cycle de Krebs. Et donc ça fait de nouveau du CO2 qui s'en va, mais aussi
du NADH et du FADH2 qui font de l'ATP. Mais au cours de la bêta-oxydation, ce qu'on verra, c'est qu'on forme aussi du NADH et FADH2. Ce que vous devez comprendre, c'est que les lipides libèrent beaucoup plus d'énergie, forment beaucoup plus d'énergie que les glucides. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on est à l'état post-prandial, c'est-à-dire après avoir mangé. Et puis par ailleurs, le surplus d'acides aminés est utilisé par votre corps pour faire des protéines, parce que quand vous êtes en état de croissance, vous avez besoin de générer des muscles. Bon, bah vous faites des muscles animaux, hein, des protéines animales, des muscles, à partir des acides aminés, bien évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a faim? Et bien là, c'est génial. C'est ça toute la magie du métabolisme, c'est-à-dire que le métabolisme s'inverse, il va dans l'autre sens. C'est un truc complètement dingue. Alors, le métabolisme s'inverse, notamment, comprenez par là que quand vous avez faim, vos cellules ont besoin de glucose. Il n'y en a plus du tout dans le sang, il faut en faire. Alors, un moyen simple d'en faire, c'est d'aller chercher dans les réserves, c'est-à-dire dans le foie. Le glycogène va être hydrolysé. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le cycle du glycogène. C'est la glycogénolyse, c'est-à-dire on libère, on hydrolyse, on découpe. Et on découpe le glycogène, donc c'est la glycogénolyse. Okay, ça libère du glucose 6-phosphate. En réalité, ça libère d'abord du glucose 1-phosphate qui est transformé en glucose 6-phosphate. Et ce glucose 6-phosphate, il peut alors, grâce à une phosphatase, être libéré dans le sang sous forme de glucose. Donc, vous avez faim, vos cellules ont faim, elles récupèrent du glycogène qui était dans le foie et elles libèrent du glucose dans le sang. Ça, c'est une première possibilité, c'est la plus évidente. En réalité, il y en a d'autres. Il y a la néoglucogénèse. La glucogénèse, c'est le fait de faire du glucose, de créer du glucose, mais de manière nouvelle. Okay, donc on va créer du glucose. À partir d'un C3, le DHAP, et là on va former un C6. C'est donc néo, nouvelle création de glucose. Et alors comment c'est possible? Eh bien regardez ça un petit peu, c'est complètement dingue. Si vous prenez un C3, vous ne pouvez pas arriver à un C6, donc il nous faut deux C3. Donc il nous faut des C3, mais d'où viennent ces C3? Eh bien ces C3 proviennent d'un autre C3, le pyruvate. Et d'où provient ce pyruvate? Eh bien ce pyruvate provient d'un acide aminé. C'est-à-dire qu'il y a un acide aminé en fait qui contenait 3 carbones, c'est l'alanine. Alors, qu'on s'entende bien, hein, l'alanine, ce n'est pas un acide. Le pyruvate, c'est un acide. Non, l'alanine, c'est un acide aminé. Donc il va y avoir une réaction très importante, on en reparlera, qui est une réaction de transamination. C'est-à-dire qu'on va enlever un groupement aminé à l'alanine, ça va donner un acide qui n'est rien d'autre que le pyruvate. Le pyruvate rentre alors dans la mitochondrie, et au lieu de rentrer dans le cycle de Krebs qui tourne vers la droite, eh bien à ce moment-là, quand on a faim, le cycle de Krebs va tourner vers la gauche. C'est-à-dire que ce cycle de Krebs, au lieu de se condenser à l'oxaloacétate, le pyruvate, au lieu de se condenser à l'oxaloacétate, le pyruvate, au lieu de se transformer en acétyl-CoA qui lui-même va se condenser avec l'oxaloacétate, eh bien ce pyruvate va directement se transformer en oxaloacétate. Alors ça, c'est une réaction qu'on n'avait pas encore vue, mais c'est une réaction qui existe. C'est une réaction réalisée par la pyruvate carboxylase. Cette pyruvate carboxylase, ça lui coûte de l'énergie. On va reparler tout à l'heure de la néoglucogénèse, on va la voir en détail. Mais c'est une étape très importante de la néoglucogénèse qui transforme le pyruvate en oxaloacétate. Alors vous allez voir que ce n'est pas aussi simple et aussi rapide. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule réaction. L'oxaloacétate est transformé en malate. C'est la réaction inverse qu'on connaissait nous, le cycle de Krebs, c'est malate d'un oxaloacétate. Ici. Malate d'un oxaloacétate. Et bien là, le cycle de Krebs fonctionne à l'envers. Ça vous explique pourquoi. Puisque le cycle de Krebs fonctionne à l'envers, eh bien, il ne peut plus accepter du tout d'acétyl-CoA. Donc, comme il fonctionne à l'envers, l'acétyl-CoA qui est formé ici par la bêta-oxydation ne peut plus rentrer dans le cycle de Krebs. Ça va nous poser des gros problèmes parce que cet acétyl-CoA qui va se former en trop quand on a faim, eh bien, cet acétyl-CoA va être transformé en corps cétonique. Ces corps cétoniques sont toxiques. Ils peuvent conduire la personne en état de jeûne, peuvent le conduire ça y est, j'ai perdu mes mots, à rentrer dans le coma si ça perdure trop longtemps. Les corps cétoniques donc, sont toxiques.
C'est parce que le cycle de Krebs fonctionne à l'envers. C'est parce qu'on a besoin de glucose. Donc, les acides aminés sont transformés, notamment l'alanine, transformés en pyruvate, qui rentre dans la mitochondrie pour être transformé de manière incroyable en oxaloacétate, qui prend le cycle de Krebs à l'envers, malate sort de la mitochondrie et redevient de l'oxaloacétate. Alors pourquoi? Bien parce que l'oxaloacétate n'a pas le droit de sortir directement. Donc c'est complètement dingue. Il n'y a que le malate qui a le droit de sortir. Donc le malate sort, est retransformé en oxaloacétate, et il y a une réaction ici qui transforme l'oxaloacétate en PEP. Je vous rappelle que l'oxaloacétate c'est un C4 et que le PEP est un C3. Donc ça c'est une réaction qu'on verra aussi, cette réaction de décarboxylation phosphorylante, parce que l'oxaloacétate ne porte pas de phosphate, alors que le PEP oui. Donc là aussi on verra cette réaction. Tout ça, de là jusqu'à glucose, donc du pyruvate au glucose, c'est la réaction inverse de la glycolyse, s'appelle la néoglucogénèse. Okay, donc, glycogénolyse, néoglucogénèse, et puis il y a la lipolyse, c'est-à-dire qu'à partir des triglycérides, donc vos réserves de graisse, sachez qu'en réalité, quand vous faites du jeûne, quand vous avez faim, la première chose qui se passe, c'est que vous allez hydrolyser vos graisses, les triglycérides, qui vont donc libérer du glycérol et des acides gras. Le glycérol, lui, va être phosphorylé, une fois, glycérol phosphate, puis il va y avoir une oxydation pour former à partir du glycérol du DHAP. Le DHAP participe à la néoglucogénèse. Donc en fait, ce qui est assez dingue et marrant, c'est qu'à partir de vos lipides, lipolyse, néoglucogénèse, donc à partir de vos lipides, de vos réserves de graisse, vous allez faire du glucose. Et le glucose est très important pour le cerveau notamment, pour réfléchir. Donc à partir de vos graisses, vous faites du glucose qui est l'énergie de vos cellules. Une énergie importante. Mais vous faites aussi des acides gras, à partir des triglycérides, des acides gras, qui vont rentrer dans la mitochondrie, subir la bêta-oxydation, donc faire beaucoup d'énergie. Très bien. Sauf que l'acétyl-CoA résultante ne peut plus rentrer ici au niveau de la mitochondrie dans le cycle de Krebs, parce que le cycle de Krebs marche à l'envers, donc vous faites des corps cétoniques et ça peut être très dangereux. Troisième, dernière chose que je voulais vous dire, quand vous êtes à jeun, donc premièrement, fonte des graisses, fonte du glycogène, donc premièrement fonte du glycogène plutôt, pour libérer du glucose, deuxièmement fonte des graisses, donc vous allez maigrir, et puis fonte des muscles, ça c'est vraiment en tout dernier recours, une personne qui est vraiment fait la grève de la faim, elle va perdre ses graisses, puis après elle va perdre ses muscles, c'est assez navrant et catastrophique, dramatique, elle perd ses muscles vont être hydrolysés, c'est la protéinolyse, un mot à connaître. Donc glycogénolyse, lipolyse, néoglucogénèse, mais aussi protéinolyse. On en reparlera dans le dernier chapitre de Métabo sur le métabolisme azoté. On forme des acides aminés. Ces acides aminés contribuent notamment à former du pyruvate. Ok, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo, et puis je vous donne donc rendez-vous une prochaine fois pour la suite du métabolisme. Donc je vous dis à bientôt.